La cachette n'a peut-être failli disparaître à cause de LOL. Vraiment. Bonjour. Bonjour. Alors moi je suis Ulysse Malassagne, donc le réalisateur de la série Le Collège Noir et aussi producteur et cofondateur du studio La Cachette avec mon collègue. Moi je m'appelle Oussama Bouacharia, je suis producteur et cofondateur aussi du studio La Cachette. Alors en fait la cachette a commencé il y a à peu près 10 ans. En fait on s'est rencontré avec Julien Cheng qui est le troisième cofondateur du studio à l'école des Gobelins, donc tous les trois. On a fait notre film de fin d'études en 2010 et ça s'est super bien passé et on s'était dit que ce serait bien qu'un jour on se retrouve et qu'on refasse de l'animation ensemble. Donc 3 ans plus tard, après avoir un peu fait quelques studios et acquis un peu d'expérience, on s'est retrouvés un soir et on s'est dit bon, on se retrouvait pas trop dans les productions à l'époque. Il faut savoir que à ce moment-là, la 3D était beaucoup plus présente que l'animation 2D classique. Et nous, ce qu'on aimait, ce qu'on avait aimé faire à l'école, c'était l'animation 2D. Et donc, on s'était dit bon quitte à faire ce qu'on aime, autant le faire nous-mêmes, en indépendant, en créant notre studio. Et ça a commencé comme ça en 2013 avec le trailer de Kairos, justement basé sur la BD d'Ulysse. Kairos nous avait amené notre premier projet qui était une séquence faite dans un long métrage de quelques minutes, puis un pilote de série, etc. Et donc de fil en aiguille, comme ça, on a eu des projets de plus en plus gros jusqu'à faire des séries entières, principalement avec donc les projets de Genndy Tartakovsky, qui nous a apporté un peu nos plus gros projets. Et après avoir eu cette expérience-là, on s'est dit que c'était le bon moment pour enfin passer à nos projets à nous, parce qu'on avait depuis le début cette volonté de faire nos projets originaux en fait. Donc voilà, le Collège Noir est vraiment le premier projet original du studio. Ouais, le format série, c'est assez... Alors, la BD de base était très sérielle, en fait. Il y avait cet aspect très court des épisodes qui se prêtait bien à une série, plus qu'à un long métrage, on se disait à l'époque. Après, en vrai, on a étudié la question sous plusieurs angles et on s'est demandé si effectivement un long métrage, c'est pas aussi intéressant. Souvent, on fait comme ça, c'est-à-dire on pense d'abord au projet, on se dit on a une idée. À partir de là, est-ce que c'est mieux d'en faire une série? Est-ce que c'est mieux d'en faire un film? Souvent, ça dépend un peu de l'histoire, du coup. Et après, il y a aussi les contraintes de financement, on va dire, parce que à ce moment-là, les séries étaient quand même peut-être un peu plus simples à financer que les longs métrages, qui sont des fois un peu plus compliqués à financer, les films d'animation. Donc voilà, il y avait tous ces aspects-là, quoi. Mais effectivement, on s'est beaucoup posé la question même de la durée de la série. Est-ce qu'on le fait, comme on disait, à une époque, on avait prévu de faire des épisodes plus longs et de faire une saison plus longue. Finalement, on essaie d'étaler un peu sur 2 saisons l'histoire de la bande dessinée, l'adaptation, avec cette première saison qui sort et on espère la deuxième saison qui va suivre assez vite. C'est variable en fonction du nombre de productions qu'on a au studio. Et en fait, la différence, c'est qu'une production comme Primal ou Unicorn, ce sont des commandes donc, de plateformes étrangères qui a déjà un budget établi et une date de sortie voulue. Et nous, avec l'équipe du studio, en gros, on établit un planning et un budget et on la fabrique. Donc voilà, pour une production de ce genre, on peut monter entre 30 et 40 personnes. Et le Collège Noir, c'est différent. Enfin, pour les projets originaux, c'est des montages financiers qui sont différents parce que là, à la différence d'un Primal par exemple ou d'une commande, il faut qu'on trouve des partenaires pour pouvoir monter le projet et le financer. Et l'autre différence qui est quand même importante, c'est que on est en partie propriétaire de la série, alors que les projets comme Primal ou Unicorn, c'est vraiment des commandes. Rien ne nous appartient et on n'a pas trop notre mot à dire. Voilà. Et en termes de production, au studio, on travaille généralement avec 1 ou 2 projets en parallèle. On essaie de pas trop monter au-dessus de ça parce que sinon on peut avoir l'impression un peu de moins bien contrôler ce qui se passe. Et on a aussi des développements à côté, donc des choses qui sont un peu moins demandeuses en termes de temps et de nombre d'artistes. Et ce qui est marrant, c'est que c'est les deux, parce que nous, on a grandi avec l'animation japonaise qui très vite, on s'est rendu compte en regardant les animés japonais qu'il y avait moyen de faire de l'anime économique, mais qui soit belle quand même, qui ait du sens, quoi. Donc ça nous gênait pas du tout l'idée de limiter un peu l'animation, parce qu'on savait que ça pouvait fonctionner si l'histoire est bien et si ça sert une belle narration. Et après, il y a forcément les contraintes économiques aussi, c'est forcément plus facile à animer et plus rapide. C'est un équilibre entre les deux, quoi, entre l'économie et l'artistique. Tout est fait en 2D, il y a rien de... Pour l'instant, nous, on n'utilise pas de 3D, justement. Comme je disais tout à l'heure, notre volonté, c'était vraiment de mettre en avant l'animation classique, traditionnelle 2D.
Et effectivement, pour rejoindre ce qu'a dit Ulysse, comme c'est une production originale, on a le contrôle total de l'œuvre. Donc, au vu du budget qu'on a et des contraintes de temps, par exemple, on décide en amont les séquences importantes. Ou c'est pas moins importante, mais voilà, on met l'énergie là où narrativement l'histoire en a besoin, ou en termes d'émotion. La boule de feu, voilà, c'est un moment important parce que le personnage, pour la première fois, a invoqué cette boule de feu. Donc, pour nous, j'imagine que voilà, cet instant, on veut le magnifier. Bah, j'ai envie de dire au contraire, c'est peut-être plus facile parce que quand une œuvre est adaptée par un autre réalisateur, il peut y avoir un vrai conflit de vision artistique en fait. Et là, c'est justement l'intérêt et la force d'être à la fois l'auteur de la BD et d'avoir un œil sur la production aussi. Pour moi, il y a une vraie maîtrise de ce que je veux raconter et comment je veux le raconter. Enfin, c'est super. Je pense que beaucoup d'auteurs de BD rêveraient de pouvoir adapter eux-mêmes leur bande dessinée s'ils pouvaient. Si, on a adoré. Le meilleur film de cette année, voire d'un long moment. Enfin, moi, je l'ai vu à Annecy. Énorme coup de cœur. Grosse claque. Moi qui ne suis pas spécialement fan de basket et qui n'ai pas lu Slam Dunk d'ailleurs, je m'attendais pas à être aussi touché par le film. En fait, j'étais à fond dedans, quoi. Alors que moi, je connaissais Slam Dunk. Et c'est vrai que quand j'ai vu que l'auteur réalisait aussi le film, je me suis dit, j'espère que ça va aller, parce que généralement, c'est pas le même métier quand même, hein, auteur de BD et réalisateur. Ça rejoint un peu la question que tu posais, c'est que c'est quand même deux métiers différents malgré tout. Moi, j'ai aussi pu le faire parce que j'ai appris à faire les deux, en gros, on va dire. Je me suis formé à faire de l'animation autant que de la BD, donc le passage était assez naturel pour moi. Parce que même quand je fais de la BD, souvent, j'ai tendance à déjà voir un peu les images comme si elles étaient animées et à penser presque la narration comme un film, en fait. Pour moi, la grande nouveauté maintenant qu'on a, c'est qu'on a justement des réalisateurs en France qui ont grandi avec l'animation japonaise. Ce qui n'était pas le cas il y a 10-20 ans où ils n'avaient pas forcément grandi avec. Donc les références sont plus les mêmes et il y a beaucoup maintenant d'auteurs et de réalisateurs qui vont prendre en référence l'animation japonaise. Alors il y a probablement une petite part de nostalgie dans ce constat, mais je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs aussi qui se disent « Ah, l'animation japonaise, c'était peut-être un peu mieux avant ». Dans les années 90, il y avait un peu cet âge d'or où il y avait beaucoup de très bons films qui sont sortis, très bonnes séries et où la qualité était vraiment assez haute. Je pense que c'est une réalité aussi, c'est que les conditions de production ont un peu changé, c'est devenu assez difficile, ils ont du mal à recruter des animateurs maintenant. Il y a le passage au numérique qui s'est fait, qui pour nous même artistiquement a enlevé un petit quelque chose. Et donc voilà, donc il y a aussi peut-être cette motivation de se dire j'aimerais bien refaire des films et des dessins animés tels que moi j'en voyais dans les années 90 et de retrouver cette qualité d'image un peu et ce genre de choses. Donc oui, je pense que ça modifie un peu la manière de faire de l'animation en France. Et la chance qu'on a aussi, il ne faut pas se voiler la face, c'est qu'à partir, milieu des années 2010, il y a eu les plateformes qui sont arrivées. Voilà, et les plateformes ont besoin de contenu, ont besoin de volume pour attirer des nouveaux abonnés. Et dans notre chance, dans notre chance, on a créé le studio au bon moment sans vraiment le savoir. Et ces plateformes ont eu besoin de contenu. Donc ça nous a donné du boulot. Et, il y a beaucoup de projets qui ont été lancés comme ça grâce aux plateformes, il faut bien avouer. Au tout début, lorsqu'on a lancé le Collège Noir, et pour tous les autres projets aussi originaux du studio, on le pitch généralement dans des salons professionnels. Et à cette époque-là, une grande plateforme américaine a vu le Collège Noir et a décidé de lancer un développement dessus. Et on a fait le développement et ça s'est super bien passé avec eux, sauf qu'à la fin du développement, il s'avère que ça allait plus très bien au niveau des abonnés et tout ça, donc on nous a juste killé le projet. Et ça nous a fait un petit choc, mais on n'a pas perdu de temps et on a essayé de trouver d'autres partenaires. Et c'est là que ADN, donc c'est une plateforme française, qui est venue nous voir, mais par pur hasard. Le feeling est super bien passé. Et on s'était dit, en fait, on a un autre projet. On pensait, nous, le resoumettre à d'autres plateformes américaines, mais leur discours nous a plu et on s'était dit, vas-y, on va essayer d'aller avec eux. Et puis ça a fonctionné. Donc c'était un premier gros partenaire et puis il fallait en chercher d'autres. Et pareil, de fil en aiguille, en tapant à gauche, à droite, en allant dans des salons comme le Festival d'Annecy et en jouant de nos contacts, on a réussi à convaincre Toei. La boucle est bouclée, on a grandi avec Dragon Ball et autres Digimon et ils ont été super intéressés. Ils cherchaient aussi du contenu local. Encore une fois, le destin fait que on avait le collège, on avait d'autres projets. Ils nous ont dit vas-y, on va y aller, vous avez l'air d'être sérieux. Et voilà. Et France Télé aussi, qui a toujours été derrière nous, s'est greffé au projet et puis voilà, on a réussi à le faire.
Et ben, donc c'était effectivement à la fois la difficulté et la force du projet, je pense. Et c'est ça qui a plu, c'est que c'était un projet qui rentrait pas dans les cases habituelles. Et au-delà de ça, je pense qu'on avait essayé vraiment de faire un projet, avant tout de raconter une belle histoire, quoi. Une histoire un peu ambitieuse en termes de thème et de narration, d'aller dans quelque chose d'un peu dramatique et tout. Ça a parlé en tout cas aux partenaires qui ont eu le projet et qui se sont dit que ça valait le coup d'essayer de vendre un truc qui peut-être sort un peu des cases habituelles. On s'était dit que l'adulte, c'est aussi justement des sujets un peu plus adultes, enfin pas forcément dans le gore. Et on espère que dans le collège, on a disséminé quelques sujets, quelques thèmes liés à ça. Ouais, donc c'était déjà le point de départ de la BD qui était en gros de raconter un peu ma jeunesse dans le Cantal avec un angle conte horrifique, on va dire. J'ai toujours aimé un peu cette mise en abîme qu'il peut y avoir dans certaines histoires qui prennent vraiment comme base quelque chose de réel en fait. Je trouve que ça renforce l'immersion et je voulais jouer un peu avec ça. Je lisais quand j'étais plus jeune justement des romans un peu horrifiques de Maupassant ou Lovecraft qui étaient souvent à la première personne et j'aimais bien ce côté un peu l'ambiguïté où tu te demandais est-ce que l'histoire est vraiment arrivée à l'auteur ou quoi, parce qu'il a l'air de parler de vrais lieux, il parle à la première personne et tout. Donc je voulais un peu reproduire ce style un peu à la première personne en bande dessinée avec ce truc-là. Et puis il y avait cette idée d'ancrer vraiment l'histoire dans un lieu réel aussi, qui est le Cantal, à la fois parce que c'est un endroit que je connais bien et que j'ai toujours trouvé avait une force un peu cinématographique dans les paysages. C'est en cours, c'est-à-dire qu'on vient tout juste là de terminer la saison 1, mais la saison 2, voilà, comme on le disait tout à l'heure, à la base le projet était pensé pour une série de 6 fois 26 minutes, là c'est du 6 fois 15, donc on a scindé l'histoire en deux, donc les synopsis de la saison 2 existent, plus ou moins. Maintenant il faut juste qu'on parte en dev, prod, et pour ça, voilà, on espère continuer avec nos partenaires actuels pour faire la saison 2. Eh ben, je suis en train de faire du storyboard dessus là. J'étais pas mal occupé moi avec collège cette dernière année on va dire. Donc en parallèle j'avance Mehdi, mais l'idée c'est que en gros on essaie d'avancer par nous-mêmes un max. Que ce soit pour mon projet ou le projet de Julien qui s'appelle Mouilly, qui est un long métrage. Donc l'idée c'est d'avancer en parallèle. Donc là actuellement Mehdi, les scénarios sont écrits et je suis sur du storyboard. Et l'idée c'est que j'avance un max et en parallèle de la recherche de financement pour la faire. Mais si tout va bien, j'espère qu'elle sortira en 2025 comme ça. Là je me lance sur une date alors qu'il n'y a pas d'argent, mais l'idée c'est ça, ce serait de sortir nos projets les uns après les autres. Voilà. La cachette n'a peut-être failli disparaître à cause de LOL. Vraiment, donc au tout début, je crois on jouait trop à LOL quoi, avec Julien et Ulysse, Garen, on venait bosser au studio, on n'avait pas trop de projets à l'époque. On venait bosser au studio, on lançait le jeu, on passait la journée dessus. Ouais, ça a failli causer notre perte, mais bon. C'est raisonné. Hein. On était resté bronze 2 ou je sais plus, enfin on s'est dit c'est peut-être pas pour nous, LOL. Et on a eu l'opportunité un jour de effectivement bosser sur le cinématique pour les Worlds. Ouais. Voilà, pour les Worlds. Le film d'ouverture des Worlds. En fait, il y a un réalisateur. Et donc on a sauté dessus parce qu'on était fan du jeu, mais le projet était pas venu à nous directement, c'était passé par une autre boîte de prod, donc avec les deux réalisateurs, dont un qui était pas trop dans l'animation, qui venait plutôt du live, qui sont venus nous voir en disant on a récupéré ce projet, on a besoin d'un studio pour le faire parce qu'eux ils avaient pas de studio. Donc on a sauté dessus, mais on n'a pas eu trop le contrôle de la direction artistique et tout. Donc bon, pour nous c'est pas un projet full la cachette parce qu'on n'a pas vraiment maîtrisé à fond le look et ce à quoi ça ressemblait. Après, et puis c'était un peu dur parce que souvent ce genre de projet c'est les conditions où t'as 3 mois pour faire tout et tu fais des nuits blanches. Et encore une fois, nous, la stratégie du studio, c'était vraiment de se concentrer sur des projets narratifs. Et quand bien même c'était un trailer et qui venait du studio, nous, l'idée, c'était que sur le site, par exemple, on se concentre que sur le fait qu'on ait fait des cours, qu'on ait fait de la série, etc. En tout cas, on se vend pas trop avec parce que c'est pas ce genre de truc qu'on a envie de faire au studio. Faut s'abonner à ADN. Abonnez-vous à ADN, ouais. Voilà. Très bonne plateforme. Notre survie en dépend. Si vous vous abonnez pas, il n'y aura pas de saison 2. Voilà. Ce sera de leur faute. Enfin, de la vôtre aussi, mais non, je rigole. Juste, on est très content que cette série existe. Et on est très content que là, c'est notre première série originale.
on peut enfin montrer un peu, je dis pas ce qu'on a dans le ventre, mais voilà, une histoire qui vient de nous, qui se passe ici, qui se passe en France, et on espère pouvoir continuer parce que c'était une super aventure. C'était un peu dur, mais voilà, travailler avec toutes ces personnes et apprendre beaucoup de choses sur la création originale, voilà, ça nous motive que davantage pour poursuivre voilà, cette quête. Voilà. Pareil. Voilà, pareil. Abonnez-vous.